C'était le 23 janvier dernier. Il fait très froid à l'île Verte, autour de -20. La nuit est calme. À la résidence du Havre, la plupart des 54 résidents dorment profondément. Mais à minuit 22, l'alarme incendie du bâtiment est déclenchée. 1 minute 30 plus tard, la centrale 911 téléphone d'urgence le gardien de nuit, Bruno Bélanger, qui demande des pompiers sur place. À peu près au même moment, Mario Michaud, qui habite en face de la résidence, contacte lui aussi le 911. Déjà, selon son témoignage, le feu faisait rage à la grandeur du bâtiment. Vous êtes le premier qui a appelé au 911? Je pense. À quelle heure? Minuit, 19, 20, 21, là. En même temps, à peu près, que le signal d'alarme. Oui, parce que la madame qui a répondu, elle m'a dit qu'elle venait juste d'avoir un call. 3 minutes et demie après la première alarme, à minuit 26, un premier message est envoyé à l'équipe B et quelques secondes après, à l'équipe A des pompiers de l'île Verte. Il s'agit de pompiers à temps partiel qui couchent chez eux et non à la caserne. Toutes les communications se font par téléavertisseur. À minuit 29, 7 minutes après la première alarme, la centrale 911 reçoit un appel qui ne laisse aucun doute sur la gravité de la situation. Il est écrit sur la carte d'appel « Autre appel reçu pour des pompiers, incendie, fumée à l'intérieur, ne sont pas capables d'évacuer », ce qui signifie que des gens sont pris à l'intérieur. Pour un des deux seuls rescapés de la vieille partie de la résidence du Havre, Conrad Morin, 89 ans, c'est le début du cauchemar. J'étais couché. Un moment donné, je me suis mis à tousser. Ça m'a réveillé. Et puis là, j'ai senti la boucane. J'ai parti pour aller sortir par la porte du passage. Et puis, c'était pas sortable. La porte était chaude. Et puis, il n'y avait pas possibilité de passer par là. Fait que j'ai viré de bord, puis j'avais pas d'autre choix là, que la galerie. À la centrale 911, on modifie la procédure d'urgence par un changement de code 69D01P, ce qui signifie feu confirmé, haut risque vital, personne coincée. Pour le 220, vous répondez à la résidence du Havre. Au 25 du quai à l'île Verte, 69 Delta 1P. 69 Delta 01 Papa, bâtiment haut risque vital, avec possibilité de personnes coincées à l'intérieur en mode de conduite alpha. L'alerte générale, la caserne 20, a été enclenchée. 1035 avisé, qu'on a également avisé 2 1034 en prévention. Est-ce que vous avez vu des flammes? Oui. Dans le passage, on voyait la flamme. Puis les femmes, il y avait une femme voisine de moi, puis je l'attendais crier. Puis elle est restée, elle. Elle est morte. À minuit 32, c'est l'alerte générale pour l'île Verte. La quinzaine de pompiers sont à nouveau appelés pour se rendre d'urgence sur les lieux. Puis à un moment donné, ça s'est débouché par en bas, ça s'est allé dans la salle à manger, là. Puis là, ça a parti, là. Ça a monté, puis... Ça, vous voyez ça de votre fenêtre? Oui, vous voyez ça de votre fenêtre. C'est pas de la fumée, là, c'est du feu. C'est du feu, oh oui, c'est du feu. Orange, rouge. Rouge. Pendant que le feu fait rage, les pompiers sont engagés dans une véritable course contre la montre. Dans des dépositions des pompiers, dont Enquête a obtenu copie, le pompier Yann Charon, le fils du chef, raconte. Mon pagette a sonné à minuit 27, minuit 30 et minuit 34. Je suis alors parti à la course. Je suis passé sur la passerelle sur la rue Saint-Jean-Baptiste, puis sur la rue Rouleau et finalement sur la 132 jusqu'à la résidence du Havre. Un autre jeune pompier, Simon Lavoie, ajoute. J'ai reçu l'appel à minuit 23. Je me suis habillé, j'ai embarqué dans mon auto, je me suis stationné près de la 132. Je voyais des personnes qui criaient sur les balcons. Les flammes montaient assez haut. Fait que j'ai pris les moyens pour sauter au tableau de la galerie. Parce que quand je voulais aller passer dans le passage, c'est pour aller chercher ma femme. Moi, je suis au 3e, puis elle était au 1er, parce qu'elle n'était pas autonome. Puis elle n'est pas autonome, elle était au 1er plancher. Et est-ce que vous avez téléphoné? Avez-vous crié? Non, j'ai pas téléphoné, puis j'ai pas crié. Je me suis posé des draps pour descendre, et puis les draps ont manqué, ça fait que j'ai eu le coup en arrivant en bas. Le chef Yvan Charon a déclaré dans sa déposition remise aux enquêteurs après la tragédie qu'il n'a pas reçu l'appel d'alarme générale d'incendie pour un bâtiment à haut risque vital, selon le code que l'on voit. Ce n'est qu'à minuit 31, 8 minutes après le début du feu, qu'il communique par téléphone avec la centrale 911.
La préposée l'informe qu'il y a vraiment des flammes et de la fumée et qu'on ne réussit pas à évacuer les résidents. Malgré ces informations, le chef Charron ne demande pas immédiatement des renforts des municipalités avoisinantes. Une erreur, selon l'ancien chef pompier Robert Kirby, qui a formé des pompiers partout au Québec pendant une vingtaine d'années. Il a aussi dirigé des pompiers, tant en milieu urbain que rural. Un bâtiment à haut risque, avec beaucoup de personnes humaines dedans, puis la centrale d'alarme leur dit qu'il y a des personnes coincées. T'es pas sorti de chez vous, que t'avises la centrale. Je veux ça sur la scène. Le feu continue de prendre de l'ampleur. Les résidents crient à l'aide. Ils sont prisonniers des flammes. Des voisins sortent leurs échelles pour essayer de les sauver. Le feu, là, ça sortait de partout. Là. J'ai dit, c'est ma mère, on y va, il faut y aller. Puis on est à côté de l'échelle. J'ai monté dans l'échelle, puis là, à mi-chemin, il y a un fil qui a revolé avec un morceau de couverture qui a tombé en feu. Juste à côté de moi. Là, j'ai continué pareil. Là. Quand j'ai arrivé là, à sa portée, là, au patio, là, elle était décédée. Elle était bien couchée. Elle n'a pas souffert, mais elle était couchée, ça, puis elle ne respirait plus. Là. Pendant les 10 minutes qui suivent la première communication du chef Charron, le centre d'appel continue de recevoir des appels de voisins désespérés. La situation est de plus en plus critique. Les préposés de la centrale 911 multiplient les interventions en demandant d'urgence des ambulances. Des courriels sont envoyés au coordonnateur de la prévention de la MRC. Mais toujours pas de demande de renfort. Ce n'est qu'à minuit 40, 18 minutes après la première alarme, qu'un premier camion-pompe arrive sur place. Véhicule 220 sur les yeux, présence de flamme pris à l'arrière de la voiture. Pour le 220, votre 17-01-41, prenez note que présentement, là, c'est l'alerte générale 1490 qui a été enclenchée. Combien de temps après que vous avez vu le premier pompier arriver? À peu près, je dirais, une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes? Oui, à peu près, là. Puis il était combien? Ah, je sais pas. À peu près, votre souvenir? 7-8, là, certains, là. Puis à un moment donné, les autres, ils vont venir arriver, là. Ça a pris du temps avant que les autres arrivent? Ça a pris assez de temps, les autres arrivent, oui. Est-ce que c'est long pour vous? Oui. Si l'autopompe, c'était de la municipalité même, oui, c'est long. Parce que selon les normes là, du ministère de la Sécurité publique, à 15 minutes, là, c'est que ça commence à être très, très long. 15 minutes. Richard Gauthier, ancien capitaine des services d'incendie à la Ville de Montréal, vit aujourd'hui dans la région de l'Île-Verte. Il est formateur aussi. En analysant la chronologie des événements, il y voit un problème d'organisation. Là, on arrive, puis il semble pas avoir de plan d'intervention. S'il y avait eu un plan d'intervention, bien, ça aurait été mieux organisé que ça. Alors, arrivant après l'autre, on s'en va au feu, là, on décide qu'on va chercher les appareils, on revient. C'est tout du temps. Alors, c'est une grosse perte de temps. Chaque minute de retard dans un feu comme celui-là devient critique. Conrad Morin le sait très bien. Il a été lui-même chef pompier pendant 20 ans dans la petite communauté de Saint-Louis-du-AA dans Témiscouata. Est-ce qu'il y avait des pompiers? Je sais pas. Vous savez pas. Moi, je dis que je me suis sauvé, il venait d'arriver, puis c'est tout. Puis le feu était haut. Je comprends pas, un gros feu, puis personne nous a réveillés. La sonnette, moi, je l'ai pas attendue. Est-ce qu'il y en avait une sonnette? Moi, il y en avait. Vous l'avez entendu après? Je l'ai attendu quand j'ai ouvert la porte pour regarder dans le passage. Dans les instants suivants, à minuit 41, la carte d'appel indique que le chef Charron demande finalement l'entraide, soit l'aide de pompiers volontaires de 2 municipalités, Saint-Éloi et Saint-Paul-de-la-Croix, et un peu plus tard, de ceux de Saint-Arsène. Hey, tu m'envoies la brigade complète de Saint-Éloi. Saint-Éloi en général. Et de Saint-Paul-de-la-Croix. Saint-Paul, les deux en général? Les deux en général. Parfait, on fait ça immédiatement. Il y aurait incendie confirmé, hein? Oui, est-ce que les ambulances sont collées? Oui, on a 4 ambulances d'infiltrées sur la tête parce que les gens ne seraient pas capables d'évacuer. Il n'y a pas de problème, on va sur les yeux, c'est vrai, des fois, on va mourir, ça roule pas. Oh mon Dieu, OK, c'est qu'on vous enclenche en général. Je m'interroge sur les délais d'appel là-dessus, tu sais, parce que ces villes-là attendaient juste l'appel puis ont roulé quand ils l'ont su. Si vous retardez les appels d'entraide, it's too late. Quand tu es devant, là, tu vois que la propagation se fait, mais ton entraide n'est pas sur les lieux, mais ça ne marchera pas.
Environ 40 minutes après le début du feu, le coordonnateur de la prévention de la MRC, Christian Chenarguet, qui habite Rivière-du-Loup, arrive. Il déclare dans sa déposition: « J'ai dit à Yvan qu'on allait gérer l'intervention à deux. Il m'a dit oui, vas-y avec moi, on a besoin d'aide. » 1h25 plus tard, le poste de commandement demandera l'aide des pompiers de Trois-Pistoles et encore plus tard de Cacouna, deux municipalités situées à environ 20 km de l'île Verte, surtout pour protéger le village de la propagation. Il est trop tard pour sauver des vies. Mais jamais le plus gros service d'incendie de la région, celui des Rivières-du-Loup, qui a une longue échelle et qui est situé à 28 km, ne sera appelé. Le chef, à ce moment-là, doit être placé en position. Comme je vous dis, il arrive sur les lieux, il fait une analyse de la situation, c'est fait rapidement, et ensuite de ça, il place son poste de commandement à l'extérieur du bâtiment, de façon à recevoir les pompiers qui vont arriver pour les diriger. Et puis, à ce moment-là, les envoyer à différents secteurs. Dans ce cas-ci, il fallait que tout aurait dû être coordonné pour faire de l'évacuation, faire des sauvetages. Là. Il y a quand même eu 32 morts. Là. En attendant les pompiers des municipalités avoisinantes, la situation s'aggrave. Le pompier Jean-Guy Côté raconte dans sa déposition: « Je voyais pas la lueur. Il y avait beaucoup de boucan. La visibilité était nulle. Le bâtiment n'était pas accessible. » Le pompier Ghislain Thériault poursuit: « Je sortais des gens sur des chaises par-dessus la clôture. » Le préventionniste Christian Chenarguet témoigne: « J'ai vu un cadavre, pas de jambes ni de bras. » Le pompier Lavoie ajoute: « Je suis rentré à l'intérieur avec Yvan Charon. Je ne voyais pas jusqu'à l'autre bout du corridor. J'avais de la difficulté à respirer. On a sorti toutes les personnes que nous avons pu sortir. » Le chaos semblait régner dans l'intervention des pompiers. Une source nous a déclaré que c'était le free-for-all, le bordel, qu'on ne pouvait pas communiquer avec le chef Yvan Charon, qui avait décidé de pénétrer dans le bâtiment pour sauver des gens. Ce dernier parle dans sa déposition de tumulte. Il décide d'entrer dans le bâtiment sans son appareil respiratoire pour tenter de sauver des vies. Il l'a confirmé dans une entrevue à TVA. Quand j'ai manqué d'air, je me suis écrasé à terre. J'ai dit non, c'est pas à soir, c'est pas vrai, je meurs pas à soir. J'ai sorti, mais j'ai jamais rentré. Une pratique qui n'est pas conseillée selon le chef Kirby. Si il rentre en dedans, puis il est incommodé par la fumée, puis il tombe dans le corridor, bien, qu'est-ce qui va diriger les opérations? Puis aussi, de l'extérieur, vous avez tout le portrait de qu'est-ce qui se passe. Au plus fort de la bataille, le capitaine Jean-Yves Dubé raconte: « La porte intérieure était barrée. J'ai empêché qu'on défonce la porte pour éviter une draft. Ça criait sur le balcon: « Sauvez-nous! » Une source bien au fait de ce qui s'est passé cette nuit-là se demande encore pourquoi la porte principale était barrée, alors qu'une alarme devrait la déverrouiller. Beaucoup de victimes auraient été retrouvées à cet endroit. Moi, j'ai pas vu personne sortir de l'entrée principale, puis je reste juste en face. Est-ce qu'il y avait des corps derrière Il paraît, je sais pas, là, mais il paraîtrait qu'ils ont trouvé beaucoup de corps aux sorties des portes. Les gens essayaient de sortir par la porte principale. Plusieurs problèmes, soit en alimentation en eau ou avec les équipements, sont survenus durant la nuit. Le préventionniste Chenarguet raconte: « J'ai su que la borne de fontaine était à son maximum, mais je les ai fait quand même se raccorder. J'ai demandé à 2 pompiers de Saint-Paul et de Saint-Éloi de le faire, mais ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas faire ça puis qu'ils ne connaissaient pas ça. » Ça fait partie de comment brancher un camion d'incendie à une bonne fontaine. Ça fait partie du B.A.B.A. de la formation de pompier. C'est la job du fontainier, ça. Le pompier provencher poursuit: « J'ai voulu brancher un tuyau de 2,5 pouces pour Saint-Éloi sur la borne 34, mais il n'y avait pas de robinet de valve. » Le lieutenant Petitgrou ajoute: « Je ne pouvais pas communiquer car mon radio ne fonctionnait pas. » Sans compter le fait que certains pompiers sont arrivés tard sur les lieux. Un de ceux-là raconte: « Ma conjointe m'a réveillé à 1h, car mon pagette sonnait. » Dans une autre déposition, on peut lire: « Mon pagette a sonné à 00:33. J'étais très endormi. Je ne me suis pas levé. Le mercredi, j'avais été en formation toute la journée et j'avais pris un somnifère en me couchant. C'est en me levant à 6h15 que j'ai pris l'information à LCN. Je me suis habillé et je me suis rendu sur le site. Je me sentais mal. » Ce membre du service d'incendie de l'île Verte disait se sentir mal, bien que la disponibilité des pompiers volontaires au Québec ne soit pas obligatoire.
Puis ces choses-là, je ne l'ai pas vécu, puis mon personnel non plus. Quand ça sonne, le téléavertisseur sonne, ces gars-là sont entraînés, puis tout ça, pour rouler. Il y a eu une fois, 3 fois, le Pagette sonne. Ouais. Sa femme le réveillait à 1 heure, l'autre qui passe tout droit. Ça arrive, ça? Ben pas dans mon monde. Au total, ce sont une cinquantaine de pompiers qui ont combattu le violent incendie de la résidence du Havre, survenu le... Puis le monsieur qui me connaissait, parce qu'il dit, c'est M. Morin. Ça fait que j'ai continué à ramper, puis là, j'ai perdu le mire. Je me rappelle pas des ambulances, je me rappelle de l'ordre. Je me suis réveillé à l'hôpital quand ils ont coupé mon linge. Vous avez failli mourir, là? Ben, je me suis rendu à... La situation est pas mal stabilisée. Ils ne peuvent pas encore déclarer un 10-10. Des pompiers a déclaré finalement le 10-10. Les opérations de recherche pour retrouver les corps des disparus commencent, notamment pour retrouver la femme de M. Conrad Morin, morte dans sa chambre, prisonnière. Il n'y avait pas de feu là. S'il aurait arrivé des sauveteurs, il aurait toujours pu la sortir, certain. Je ne dis pas qu'il aurait sorti en vie, mais il aurait sorti. Mais quand j'ai eu sauté, je ne suis plus capable. 93. 93. 92 et 11 mois. C'est un petit peu plus... 32 morts et 22 rescapés. Presque 9 mois après la tragédie, 4 corps. Donc, le chef Yvan Charron estime avoir été à la hauteur de la situation. Vous savez probablement, on a été collés vers minuit et quelques. 4 municipalités ont été collées tout de suite en partant. Par la suite, par rapport à la programme, par l'envergure du feu, il y a eu 2 autres municipalités de collées. On était 6 municipalités. Pourtant, le poste de commandement les a appelés beaucoup plus tard. Que ce soit pour les pompiers ou les services de surveillance de la résidence, l'ancien chef, Conrad Morin, n'accepte pas qu'on ait tant tardé à sauver les gens. Les gens criaient quoi? Ils criaient, mais il n'y avait personne. C'était tout en feu. Parce que les pompiers étaient en avant, puis ils arrosaient... Plusieurs d'entre eux étaient en cours de formation pour remplir les exigences du ministère de la Sécurité publique. Ils étaient donc considérés comme apprentis. Certains n'auraient même pas eu l'autorisation de... Je dois admettre que ça prenait plus de personnel et ainsi de suite, et des cours. Parce que ça change toutes les semaines dans le domaine du feu. Toutes les semaines. Depuis 2004, non seulement les pompiers des petites municipalités doivent avoir une formation complète, mais aussi leurs officiers. Non. Localité pour dire, regardez, on est petits, nous autres, la formation de moins, parce que la loi est la même pour tout le monde. Ben oui, puis à part de ça, il y a des gens qui dorment dans des maisons là-bas, t'as des bébés et des femmes, puis tout ça, alors il faut qu'ils les protègent. Yvan Charron fait partie des 4 officiers qui n'ont pas la formation d'officiers non urbains. Son cas est encore plus problématique, puisque selon nos vérifications, il n'est pas certain qu'il pourrait bénéficier de la clause grand-père, ayant rompu son lien d'emploi en 2005, après avoir démissionné de son poste pendant 10 mois. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est de voir que les maires qui ont dirigé l'île verte avant le feu disent qu'ils n'étaient pas au courant que le chef Charron et ses officiers... Le chef n'avait pas de formation d'officier. Yvan Charron. Pas de formation d'officier. Vous savez ça? Non. Vous saviez pas ça? Est-ce que vous saviez qu'il y avait seulement... Mais... Non. C'est un chef de pompiers, là. Je peux croire que c'est une petite ville, mais les gens qui habitent dans une... Quand on regarde les autres municipalités... Moi, quand je suis arrivé, là, il était déjà chef, puis... Mais je ne me suis jamais posé cette question-là. Là. Au moment de l'incendie, les choses... Les relations n'ont pas été toujours aussi bonnes dans le passé entre le chef et les dirigeants municipaux de l'île verte. Est-ce que c'était facile avec M. Charron? C'était pas facile. C'était pas toujours facile. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais le service de conseil se mêle de ça. C'est quoi, un genre d'ego trip ou... Genre de power trip, oui. Un des anciens responsables du comité incendie du conseil municipal, Daniel Gagnon, avait lui aussi des problèmes avec le chef Charron. C'était malheureux des fois. Il nous arrivait, puis il y avait un pompier nouveau qui rentrait, puis il n'était pas au courant. Est-ce que je ferais erreur en disant que c'est un gars qui faisait un peu à sa tête, puis il se foutait un peu du reste, ou... Les anciens conseillers disent avoir offert au chef Charron toute la formation qu'il désirait pour lui et ses hommes, mais pas toujours avec succès. On peut pas forcer quelqu'un ou par, je sais pas, là... Non, oui, quelqu'un s'il peut pas y aller, là. S'il veut pas y aller? S'il peut pas y aller.
Il peut pas ou il veut pas. L'équipe de la nouvelle mairesse en 2013. Mais au conseil de cette semaine, la question de la forme... Partout. Mais tous ne sont pas d'accord avec une décision de l'Assemblée du Conseil de lundi soir et des explications du chef Charron. La mairesse Thériault, le chef Charron, s'est expliqué, notamment sur sa formation. J'ai rentré, ça fait 30 ans que j'ai suivi au fil des années. Il y a tout le temps des affaires à renouveler là-dessus. Je n'étais pas dans l'obligation de suivre mon cours comme quelqu'un qui commence. Il y a eu presque une vingtaine de minutes qui s'est écoulée en janvier entre le premier appel à la centrale et la première demande d'entraide. Peut-être. Comment vous l'expliquez, ce délai-là? J'ai dit peut-être, j'en ai aucune idée de même. Là, Combien ont été demandés dès la première demande d'entraide? 3, à part nous. Mais est-ce que ça aurait pu être prudent de dire on colle tout ce qu'il y a à coller dès le début, et puis au pire, on en aura absolument rien. Ça n'aurait changé absolument rien. Écoute un peu, les premiers pompiers sont arrivés là, c'était une boule de feu. Arrive tout seul ou arrive 200 pompiers, là, ça va changer quoi? Vous avez failli étouffer à l'intérieur. Là. Oui, puis c'est vrai. Si ça recommencerait, je retournerais la même chose. Si j'ai sauvé, ça serait juste qu'une personne en sauvant cette minute-là, sans mettre ma bonbonne sur le dos, là. Regarde. Mais si on perd le chef dans le feu, là, qui va diriger les opérations? Il y a d'autres officiers. La mairesse, de son côté, a été avare de commentaires. Vous avez pleine confiance en votre chef, j'imagine? Tout à fait. Et votre chef a la formation presque... Mon chef, il vous l'a dit, il est sur la clause grand-père. Est-ce qu'il a répondu à vos questions, mon chef? Il nous a parlé de formation. Avez-vous vu ses diplômes? Parfait. S'il vous a parlé de ça, c'est bien. Il vous a donné les réponses, vous les avez. J'ai pas à ajouter sur ce que mon chef pompier a dit. Ouais. La grande question que tout le monde se pose ici, comment faire pour éviter pareille tragédie, surtout dans une région où la sécurité de la plupart des municipalités est assurée par des pompiers volontaires. C'est le cas de Saint-Louis du AA, où l'ancien chef Conrad Morin a une caserne en son honneur. M. Morin vit aujourd'hui dans une résidence de Rivière-du-Loup, où il a accroché au mur la seule photo de lui et de sa femme qu'on a retrouvée dans les décombres, celle de leur mariage. Vous faites des cauchemars encore, oui? Ben oui. J'ai tout ça dans la vue. C'est un film qui ne s'oubliera pas. Je demandais à mon psychiatre là, qui me suit, ça va stimuler à s'oublier. Il dit, ça s'oublie pas. Il faut apprendre à vivre avec.